Alors, il y a un événement, je dirais le premier, puis après, il y en a eu d'autres qui sont symboliquement extrêmement importants. D'ailleurs, il y a dans des séries ou des films, c'est un petit peu le moment de bascule. Je pense à notamment Deep Blue. Alors, c'est IBM, c'est un petit peu une opération marketing aussi, hein, mais il y a quand même des chercheurs, il y a aussi de la recherche. Et il y a le robot la machine, le programme, l'algorithme, les algorithmes des chercheurs, recherche et développement de chez IBM, qui va battre Kasparov. Après, avec des IA un petit peu différentes, puisque l'époque n'est pas la même, AlphaGo, le meilleur joueur du moment de Go. Il y a eu aussi Jeopardy, je crois, un jeu. Oui, c'est vrai, oui, qui a fait Watson. Ouais. Voilà, Watson, c'est IBM. Hein. En fait, chaque compagnie, chaque entreprise, de temps en temps, essaye de battre comme ça un humain en disant, voilà, on a fait encore mieux. Et en même temps, c'est vrai que ces moments-là, notamment pour la première fois, je pense plus à Deep Blue par rapport à l'époque, c'est vrai qu'il s'est passé, on a l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Ouais, ouais. En plus, les échecs, c'était vraiment l'image de l'intelligence. Exact. Moi, c'est pour ça que je déteste jouer aux échecs, parce que quand je me fais battre, j'ai l'impression que la personne en face de moi est plus intelligente que moi. Alors qu'en fait, elle joue juste mieux aux échecs que moi. Et donc, elle se concentre plus, elle projette plus loin, elle a joué plus de parties. Bon, sur un certain côté, elle est plus intelligente que moi. Et c'est ça qui est. L'intelligence artificielle, c'est exactement ça. Elle est sur certains sujets plus intelligente que nous. Mais c'est une intelligence qui est très, très, très spécialisée. Voilà, l'intelligence qui joue aux échecs, elle doit être nulle aux dames. Enfin, il faut la reprogrammer un peu. Hein. Mais voilà, à deux titres, c'était un grand moment. Ça a été un premier grand moment parce qu'en effet, on a dit, il n'y a que l'humain qui peut jouer aux échecs. On lui a démontré que non, en fait, une machine peut aussi jouer aux échecs. Et en fait, les échecs, c'est jamais qu'un truc mécanique, même une machine peut le faire, donc c'est une grande claque dans les joueurs d'échecs. Cela dit, c'est pas pour ça que les gens ont arrêté de jouer aux échecs. C'est pas parce que la machine joue mieux aux échecs que nous on s'amuse pas en jouant aux échecs avec une autre personne. Donc, première étape, et surtout, moi, ça m'a vraiment frappé à l'époque, tout le monde avait dit, ouais, non, mais les échecs, c'est facile. Et le Go. Mais le Go, ça, jamais personne n'y arrivera. Jamais. C'est pour ça que moi, j'évite de dire jamais. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne sait pas le faire. À l'époque, on ne savait pas le faire et on ne voyait pas bien comment le faire. Et puis, on l'a fait. Donc aujourd'hui, vous dire jamais une machine aura une conscience, j'ai envie de vous dire ça n'arrivera jamais, mais voilà, spontanément, là, je dirais, je pense que ça n'arrivera pas et c'est dans sa nature hein, de ne pas avoir de conscience. Mais bon. Et donc, le jour où les gens, où Deep Blue AlphaGo a battu le champion du monde de Go, voilà, on s'est dit, toutes nos certitudes de scientifiques, il faut garder un peu d'humilité parce que les scientifiques d'après nous, ils seront peut-être plus forts que nous et surtout, ils s'appuieront sur tout ce qu'on leur a fait avant et donc, ils iront une marche d'après. En plus, ce qui est incroyable dans l'intelligence artificielle, je ne sais pas s'il y a eu… Ouais, je crois que c'est un peu aussi pareil dans d'autres sciences. C'est que c'est un monde qui est très, très coopératif. Il y a énormément de partage de logiciels, d'open source. Vous voyez, quand Google il fait un nouveau logiciel de traitement d'image, de reconnaissance, il le met dans la nature et les gens s'en servent. Et ça fait accélérer quand même la recherche beaucoup plus vite. Et Google, ils savent gagner de l'argent par ailleurs, hein, c'est pas de souci pour eux, mais il y a cette idée du partage qui, à mon avis, est assez révolutionnaire, qui pourra accompagner le monde de l'IA. Avant, c'était les brevets, et c'était j'ai mon truc, alors je le publie, mais tu n'as pas le droit de t'en servir, etc. Donc, c'est ça qui fait aussi que les progrès en IA sont aussi rapides. Quoi. Ah oui. D'ailleurs, on y reviendra aussi sur les progrès. Vous le mentionnez aussi dans un texte, je crois, c'est le temps s'est raccourci entre le labo de recherche et développement et l'usage du grand public. Même par rapport, par exemple, ce qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui, la reconnaissance faciale, on a l'impression que le temps s'est réduit entre la découverte quasi et l'usage sur son iPhone ou son Samsung. Quoi. Ah oui, absolument. En fait, en plus, comme c'est que du logiciel, sans aucun terme péjoratif derrière ça, c'est beaucoup plus facile à développer. Quand vous fabriquez une voiture, c'est long. Il faut faire des moules, il faut faire des machins. Voilà. Donc, dès qu'il y a de la mécanique, moi qui ai fait des robots, le plus long, c'est d'usiner le genou. Alors, faire une loi de commande et la mettre au point, c'est long, mais c'est vraiment pas la même dynamique. On parle d'agilité pour le logiciel. C'est quand même beaucoup plus dur de faire de l'agilité qu'en fait de la mécanique, même avec les imprimantes 3D. C'est une dynamique, une inertie qui n'est pas la même. Donc, voilà pourquoi, en effet, ça va très très vite. Et en plus, on apprend aussi, on apprend sur les épaules des géants, quoi. Tous les gens qui ont formalisé comment on développe proprement du logiciel, eh bien aujourd'hui, on utilise ces techniques pour développer proprement de l'intelligence artificielle aussi. Et donc, on ne refait pas les mêmes erreurs,
on a de l'archivage, on note les versions. Voilà, donc tout ça, vraiment l'IA se bâtit sur tout ce qu'on a appris par le passé en informatique, en maths, et ça va très très vite. Alors maintenant, ce que je voudrais, c'est qu'on passe sur quelques IA ou quelques algorithmes ou quelques technologies de l'IA. C'est vous d'ailleurs qui dites finalement l'IA, si on va chercher sur le Robert, c'est une catégorie de l'informatique. Et dans l'IA elle-même, il y a des catégories historiques, hein, mais même aujourd'hui, il y en a quantité. Alors, je voudrais qu'on commence par quelque chose dont on parle moins aujourd'hui. Forcément, c'est plus les années 80, 90, je crois, les systèmes experts que vous avez connus. Donc, ça, c'est une approche que vous qualifiez de mécanisme cognitif qui est assez proche du raisonnement humain, c'est ça? C'est ça. Voilà, donc, le système expert, c'était l'idée de dire les experts humains, ils ont des connaissances et ils s'en servent pour prendre des décisions. Et pourquoi, grâce à la théorie de l'information, etc., ne formaliserait-on pas ces connaissances? Ne formaliserions-nous pas aussi le moteur d'inférence qui permet d'exploiter ces connaissances et de les enchaîner? Et on aurait comme ça reproduit le fonctionnement d'un expert humain. Donc c'était une très bonne idée, hein. C'est des bases de règles. En fait, il y a pas mal de comportements dans lesquels il y a des règles. Et quand une personne arrive dans un nouveau boulot, on dit voilà, quand tel type de dossier arrive, tu fais ça, tu te réfères à ça. Donc notre fonctionnement en général, il est basé sur des règles en très grande partie. Et c'est comme ça que d'ailleurs que ça marche bien. C'est que quand les gens ils peuvent se référer à des règles, ils sont dans une situation, ils ne savent pas quoi faire, ils vont regarder dans le manuel, ils trouvent la règle, etc. Donc c'est quand même assez naturel chez l'humain de s'appuyer sur une base de règles et puis de trouver la bonne règle. Et le droit, c'est ça. Le droit, il y a des règles. Et toute l'astuce de l'avocat, c'est de retrouver la bonne règle au bon moment. Et l'intelligence artificielle, les systèmes experts, ils ont accès, ils ont toujours la mémoire, ils n'oublient jamais une règle. Dès qu'une règle a été écrite, ils savent la retrouver et l'appliquer, etc. Donc, et ça, c'est une puissance qui est très, très forte. Et aujourd'hui, il y a des jeux de bridge qui s'appuient sur des règles et qui sont très, très forts et qui marchent très, très bien. Donc, il ne faut pas cracher dans la soupe, hein, les systèmes experts et les systèmes à base de règles. Il y en a encore. Il y en a encore. Ouais. Les voitures autonomes, en grande partie, c'est des règles. Voilà, il y a une partie perception qui est quand j'analyse mon image, je vois un piéton, une voiture à droite des lignes. Là, c'est du deep learning, c'est des systèmes à base de réseaux de neurones. En revanche, une fois que j'ai cette information-là, s'il y a une ligne à gauche, je ne la traverse pas, quoi, et c'est tout. Oui, d'ailleurs, ce n'est pas un type d'IA ou un autre, c'est souvent des associations. Mélangé, hein. Oui. Oui. Mais c'est assez curieux de voir en effet que pendant longtemps, l'intelligence artificielle, on l'a vu sur la partie prise de décision. Voilà, c'était de l'aide à la décision. Et c'est vrai que le système expert, c'est de l'aide à la décision. J'ai des informations de haut niveau. Mon patient, il tousse, il a des boutons rouges sous la langue, il a les pieds plats, et tac, donc j'en déduis qu'il a telle maladie. Décision. En revanche, l'IA d'aujourd'hui, l'IA à base de neurones, elle est plus dans la partie collecte des informations. Et justement, avec ma caméra, je vais voir qu'il a des boutons à tel endroit, etc. Et ça, c'est pas de la base de règles, ça, c'est du réseau de neurones plutôt. Donc on voit que c'est la partie perception. Vous voyez, dans la robotique, on parle de cette boucle perception, décision, action. Et après, je fais une perception pour voir si mon action a eu le bon résultat et je reprends une décision, etc. Donc dans cette boucle-là, on voyait beaucoup l'IA dans la décision, mais en fait, elle est beaucoup, beaucoup dans la perception. Enfin voilà, le système expert, la base de règles va être dans la décision, et en revanche, la compréhension de la scène, la perception, là, on va utiliser du réseau de neurones beaucoup. Alors, vous avez nommé les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, moi, ça me paraît assez passionnant parce que je crois que c'est théorisé assez tôt. Hein, c'est quasiment aussi les cybernéticiens, hein, c'est les années 50, 60. Ça a mis un petit moment avant de décoller, mais alors aujourd'hui, on ne parle plus que de ça. Ouais. Alors, en effet, donc, cette idée d'avoir des réseaux de neurones, c'est-à-dire des entrées, en fait, on met une valeur, cette valeur, on la multiplie par une valeur, par un poids, et puis après, on ajoute ça avec des autres entrées, et puis la mixture qu'on fait de tout ça, ça donne une valeur. Si la valeur qu'on donne n'est pas la bonne, donc par exemple, j'ai mis en entrée tous les symptômes que j'ai décrits, et en sortie, je veux savoir si c'est la rougeole ou les oreillons. Et donc, il y a moyen de faire ça avec un réseau de neurones en mettant, si le symptôme, on attend à tel endroit, on va mettre des poids sur chacune de ces entrées, et puis la combinaison de tous ces chiffres-là, ça donne un chiffre. Et puis si, alors qu'à l'entrée, on a mis quelqu'un qui a la rougeole, et à la sortie, les calculs donnent qu'il a les oreillons, on va calculer, on va modifier les poids des entrées jusqu'à ce que ça donne le bon résultat. Donc ce principe-là, qui est de l'optimisation de combinaisons linéaires, c'est en effet pas sorcier, et donc ça existe depuis longtemps.
En revanche, c'était limité au fait que dans les entrées, on ne pouvait pas mettre grand-chose parce que les ordinateurs n'étaient pas très puissants, donc on pouvait mettre des symptômes. Et puis, pour des cas aussi simples, une base de règles était aussi efficace. En revanche, quand on a commencé à avoir accès à des gros calculateurs et surtout à beaucoup de données, et bien là, le réseau de neurones a pris toute sa puissance et a commencé à se justifier et aussi à donner des résultats qu'on n'aurait jamais imaginés. Moi, un des trucs qui m'épate le plus dans les réseaux de neurones, c'est vous donnez une image avec un gros trou au milieu, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces démos-là, donc vous donnez une photo et vous retirez le centre de l'image. Et vous donnez ça au réseau de neurones et lui, il vous ressort l'image complète. Et donc, il rebouche le trou. Pourquoi? Parce qu'on lui a montré des tas d'images et avec des trous en lui disant ce qu'il fallait trouver. Et puis après, il arrive à reconstituer comme un peu un artiste pourrait faire en imaginant ce qu'il y a dans le trou. Et ça, voilà, moi, je trouve que ça, c'est possible uniquement parce qu'on a montré des millions et des millions d'images au système, qu'on a des millions et des millions de neurones qui ont été entraînés pour savoir reproduire ça. Et on a un résultat qui est vraiment, vraiment spectaculaire. En fait, nous, ici, à l'EPSA, cette fonction, on la connaît depuis peu dans un logiciel de motion design ou une vidéo. Pour enlever, par exemple, un micro, et on va masquer le micro, on va dire calcule ce qu'il y a derrière. Alors, en effet, ça sera plus facile sur un ciel que sur un buisson peut-être, mais en général, il le fait plutôt bien. Alors, vous mentionnez aussi, je pense que la plupart de ceux que je vais mentionner, c'est plus ou moins des réseaux de neurones, mais il y en a plein de sortes. Dites-moi si je me trompe. Il y a connexionniste, ou dit d'apprentissage profond, c'est un petit peu la même chose, deep learning. Alors, le réseau de neurones, ils sont connexionnistes. C'est-à-dire, pourquoi on dit connexionniste? C'est parce qu'à la différence de l'IA symbolique, les systèmes dont on parlait avant, les systèmes à base de règles, les systèmes experts, c'est du symbole. En entrée, on dit il a la langue rouge, il tousse, voilà, donc c'est des informations un peu sémantiques. Alors que, et donc, il y a des règles qui vont être capables de connecter les symboles entre eux pour prendre une décision. Connecté par le mot, mais voilà. En revanche, avec l'IA à base de neurones, vous ne connaissez pas, ils font juste une corrélation entre l'entrée et la sortie que vous voulez. Et c'est le système qui va imaginer le lien qu'il y a entre les deux. Et donc cette connexion qui va se faire entre l'image où je vous montre des animaux et la conclusion qui est c'est un chien, et bien là, ça se fait par ces fameuses connexions neuronales qui vont se configurer par apprentissage, c'est-à-dire en montrant plein d'exemples de chiens et en disant qu'à chaque fois il doit trouver un chien. Et c'est ça le connexionnisme, c'est-à-dire je demande au système de faire la connexion entre une entrée et une sortie que je lui demande. Et donc derrière ce connexionnisme, il y a du réseau de neurones, mais il peut aussi y avoir des random forests. Voilà, donc il y a des tas d'architectures possibles pour faire cet apprentissage. Et donc connexionnisme va avec apprentissage. Le connexionnisme, on ne peut pas le configurer. Quelqu'un de très intelligent ne peut pas dire tel neurone, il faut lui mettre telle valeur, telle valeur. Forcément, il faut faire de l'apprentissage. Et cet apprentissage énorme, il n'y a qu'une machine qui peut le faire. Et donc, l'apprentissage, la machine, c'est je montre l'entrée, je te montre la sortie et tu te débrouilles pour configurer ton réseau. Et donc c'est pour ça qu'on va montrer des millions et des millions d'images pour qu'ils se configurent tous ces neurones ou tous ces arbres de décision de la bonne façon. Et d'ailleurs, en prenant l'idée de la reconnaissance du chien, par exemple, vous le rappelez aussi, comme le font beaucoup d'experts, si on veut comparer l'intelligence humaine et machinique, pour qu'une machine reconnaisse un chien, il faut lui en avoir montré des centaines, des milliers, des centaines de milliers, si ce n'est des millions. Un enfant à 3 ans, il en aura vu 7 ou 8, il va y arriver à peu près. C'est bien parfois de se dire que… Exactement, oui. Donc là, il y a encore un mystère. C'est pour ça, quand on se dit, moi, avec mon réseau de neurones, j'ai copié le cerveau humain, disons un petit bout, mais visiblement, il ne marche pas comme ça tout à fait, le cerveau humain. Et ça, j'y pense quand je suis même en vélo, à toutes les informations qu'on a en vélo. Je me dis, il doit y avoir encore pas mal de travail pour arriver à comprendre l'environnement. Et c'est très curieux parce que vous voyez, quand je fais des présentations et que je montre tous les efforts qu'on fait pour que la caméra du véhicule autonome soit capable de reconnaître un piéton, un vélo, un arbre, un trottoir, je dis mais combien il y a de bac plus 8 qu'on fait ça et pour simplement faire un truc qu'un enfant de 3 ans, il fait instantanément, quoi. Et d'ailleurs, on parlera peut-être tout à l'heure, je le fais un petit peu dans le désordre, il y a aussi des biais d'apprentissage. Et vous donnez cet exemple d'une recherche qui avait été faite l'hiver sur un campus. Tout le monde était en pantalon. Et pour reconnaître les gens l'été sur le campus, les gens ne sont pas habillés pareil. Il y a des jupes, il y a des robes. Et là, la machine est relativement moins performante, mais
c'est un biais justement. Voilà, il y en a des tas d'histoires de biais comme ça Ah qui sont très rigolotes et qui montrent justement, et on ne peut pas en vouloir à la machine. Ah ben non, elle a fait. Alors, la machine, elle fait des connexions. Voilà, elle ne fait pas de causalité. Et donc, elle fait une connexion entre, moi, on m'a toujours montré ce truc-là et on m'a dit que c'était ça. Voilà, et donc je fais avec ce que j'ai. Et en revanche, elle n'a pas une compréhension, alors que nous, quelqu'un va savoir quand on va lui montrer on peut dire un extraterrestre, on va lui montrer des gens, s'il voit que des gens en pantalon, on peut espérer que le jour où il verra des gens en robe, il dira c'est quand même des gens. À voir, il faudra essayer avec les premiers extraterrestres qu'on croisera.